La reine Mary figure comme le dernier vestige de l'Angleterre de l'ère victorienne et de son puritanisme identitaire. Mais qui connaît réellement le destin de cette femme charismatique? Elle a pourtant failli perdre sa couronne et ne jamais embrasser cette destinée royale. Le 14 janvier 1892, toute la famille royale est réunie dans l'angoisse à Sandringham dans le Norfolk. Le prince Albert Victor de Clarence, second dans l'ordre de succession au trône, est atteint d'une pneumonie qui se veut fatale. Le jeune prince de 28 ans meurt subitement. Avec cette disparition, c'est tout un avenir pour la monarchie britannique qui s'effondre. Pourtant, avant sa mort, ses fiançailles laissaient présager une nouvelle ère pour l'Angleterre. Un an auparavant, la reine Victoria cherchait une jeune fille qui épouserait son petit-fils. La future reine consort doit être britannique, aristocrate, anglicane et bien entendu vierge. En plus de cela, elle doit avoir un caractère solide pour accepter toutes les restrictions qu'impose le protocole. C'est finalement sur le nom de la jeune Mary de Teck que se pose le doigt de la reine Victoria. Mary est née le 26 mai 1867 au palais de Kensington. En tant que petite fille du roi George III, sa mère, Mary Adélaïde de Cambridge, est une cousine de la reine Victoria. Du côté de son père François, duc de Teck, elle est issue d'une famille princière germanique. Aînée et seule fille d'une fratrie de 4 enfants, May, comme la surnomme sa famille en référence à son mois de naissance, se montre intransigeante avec ses 3 frères. Sa mère autoritaire lui enseigne les arts de la discrétion, de la fermeté et de la répartie, 3 qualités qu'elle garde toute sa vie. Elle grandit aux côtés des enfants du prince de Galles qui ont le même âge qu'elle. C'est donc tout naturellement sur cette jeune fille, qui est loin d'être une inconnue pour elle, que la reine Victoria porte son choix pour épouser son petit-fils. La reine Victoria apprécie particulièrement la jeune fille pour son sens du devoir et son fort caractère. Les fiançailles ont donc lieu le 3 décembre 1891, mais le prince meurt 6 semaines plus tard. Pour Victoria, il n'est pas question de laisser tomber un si beau parti pour un futur roi d'Angleterre. Pendant la période de deuil, George, le frère cadet d'Albert Victor, se rapproche de Mary, celui qui occupe désormais la seconde place dans l'ordre de succession à la place de son frère, la demande en mariage en mai 1893. 2 mois seulement après sa demande, George épouse Mary en la chapelle royale du palais Saint-James. Le couple devient, à cette occasion, duc et duchesse d'York et aménage au York Cottage, situé dans le domaine de Sandringham. Mary ne tarde pas à donner des successeurs à la reine Victoria puisqu'elle donne naissance à 5 enfants à partir de 1894. Pour leurs enfants, George et Mary font le choix d'une éducation stricte qui répond parfaitement aux attentes éducatives du monde aristocratique de leur temps. Les enfants sont d'abord confiés à des nourrices. Aux yeux de George, seule la discipline compte et Mary ne peut que suivre les exigences de son mari. Ils mettent plusieurs années à se rendre compte que leurs aînés sont maltraités par la première nourrice qu'ils avaient choisie. Mais malgré cette discipline de fer, Mary se dresse comme un rempart de tendresse en jouant avec eux et en les réconfortant. Le 22 janvier 1901, le roi Édouard VII succède à sa mère sur le trône de Saint-Édouard. George et Mary deviennent ainsi prince et princesse de Galles. Pendant 8 mois, George et Mary découvrent l'étendue de l'empire sur lequel ils seront amenés à régner en faisant une tournée au nom d'Édouard VII. En 1905, elle donne naissance à son dernier fils qu'elle prénomme John. Mais le petit garçon est épileptique. À cette époque, cette maladie est mortelle, incurable et entourée de mystères. Dans un premier temps, il reste choyé au sein du foyer familial, mais au cours du temps, il est de moins en moins présent lors des obligations publiques de ses parents. De peur que la maladie ne se transmette, John est gardé reclus à Sandringham, surveillé en permanence par une nourrice et 2 infirmières. C'est donc à l'abri des regards que Mary rend visite chaque jour à son fils, mais le garçonnet meurt subitement d'une violente crise d'épilepsie en 1919 à seulement 13 ans. Ce fut le grand drame de la vie de mère de Mary. Édouard VII rend son dernier souffle le 6 mai 1910, laissant le trône à son fils qui règne désormais sous le nom de George V. Devenue reine consort, Mary entend incarner les valeurs transmises par la reine Victoria. Le couple royal est couronné en l'abbaye de Westminster le 22 juin 1911 lors d'une cérémonie où le faste rythmait le temps. Mais Mary n'est pas seulement une reine, elle est aussi une impératrice. Le 12 décembre suivant, George V et Mary sont couronnés empereur et impératrice des Indes lors du Durbar de Delhi. Ils sont les seuls monarques à bénéficier d'une telle cérémonie.
Mary incarne la parfaite reine du XXe siècle en adoptant le style propre à cette époque. Sur ses robes droites, la reine cumule les bijoux et ne sort jamais sans une tiare ou un chapeau. Mary aime les bijoux, au point d'en acheter plus d'une centaine qu'elle transmettra à sa petite fille Elisabeth. Son apparence prestigieuse force le respect. George V et Mary imposent une image quasi divine de la famille royale aux yeux des Britanniques. Le roi George et la reine Mary font de leur famille un idéal dont tous les Britanniques doivent s'inspirer. En plus de cela, la figure du monarque, père de la patrie, entre dans chaque foyer. George V et Mary deviennent ainsi une figure morale adulée. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. George V et Mary s'efforcent de galvaniser le moral des troupes et des Britanniques pour lutter contre l'ennemi. Quand le roi visite les tranchées, Mary visite les hôpitaux. Avec son appui, sa fille va même jusqu'à devenir infirmière. Mary s'engage pour la cause des femmes qui travaillent à la place de leur mari, partis combattre sur le front. Mais après 3 années de combat, le sentiment anti-germanique n'a jamais été aussi haut au Royaume-Uni. Depuis Georges Ier de Hanovre, la famille royale descend d'une famille princière allemande. De plus, depuis Édouard VII, le nom de la dynastie est Saxe-Cobourg-Gotha. Le peuple leur reproche vivement leurs origines trop allemandes, alors le roi prend une décision radicale, appuyée par sa femme. Il change le nom de sa maison en Windsor en 1917 pour faire référence au berceau de l'institution et abandonne tous ses titres allemands. La guerre se termine finalement 1 an plus tard. Au terme de cette guerre, l'aura du couple royal se voit grandi, mais le roi est épuisé. La reine Mary avait toute la confiance de son époux. Pendant les dernières années de son règne, elle le conseille et le soutient à chaque instant. Ils fêtent leur jubilé d'argent en 1935 lors de célébrations extrêmement populaires, mais la mauvaise santé du roi a raison de sa vie. Il rend son dernier souffle le 20 janvier 1936, ouvrant un chapitre tumultueux de l'histoire britannique. Édouard VIII succède à son père, mais le nouveau monarque est tout simplement l'opposé de George V. Cet homme, plus attaché à sa popularité qu'à ses devoirs de souverain, n'a rien d'un monarque. Il s'amourage de Wallis Simpson, une américaine aux mœurs légères, bientôt doublement divorcée. Le roi souhaite l'épouser, mais la reine Mary s'y oppose farouchement. Elle n'apprécie pas du tout cette femme qui représente l'antipode de ce qui doit être une reine consort. Avec elle, c'est toute la famille royale, le gouvernement et l'église qui poussent le roi à abandonner ses projets. Un ultimatum finit par tomber. Édouard VIII doit choisir entre la couronne et Wallis. C'est ainsi qu'il abdique en faveur de son frère, qui devient George VI, le 11 décembre 1936. Mary vit très mal cette abdication, elle en voudra toute sa vie à son fils d'avoir fui ses obligations et ses devoirs au profit de ses sentiments personnels. Mais elle garde malgré tout contact avec lui, elle accepte d'ailleurs de le recevoir exceptionnellement, quelques mois avant sa mort. Mary devient le soutien moral de George VI qui doit affronter envers et contre tous son destin royal. Atteint de bégaiement, le roi est un homme sensible et qui manque de confiance en lui, mais il est habité par un sens du devoir qui le conduit à accepter sa condition. Mary apprécie particulièrement son fils et sa petite famille qui symbolisent le renouveau de la monarchie à la suite de la crise de l'abdication. Contrairement à la tradition, qui veut que la reine douairière n'assiste pas au couronnement du nouveau monarque, Mary insiste pour être présente. Elle se tient donc près de ses petites filles pour regarder George VI et Elizabeth Bosleyon être couronnés en l'abbaye de Westminster le 12 mai 1937. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, George VI demande à sa mère de fuir Londres. Contre son gré, elle s'installe dans le Gloucestershire chez sa nièce la duchesse de Beaufort. Si elle ne s'entend pas très bien avec la duchesse, Mary continue son rôle de soutien moral aux Britanniques en visitant les troupes et les usines. Finalement, elle revient vivre à Marlborough House en 1945. Mary sait que l'avenir de la monarchie repose désormais entre les mains de sa petite fille Elisabeth. La fille aînée de George VI deviendra la prochaine reine du Royaume-Uni. Mary porte toute son attention sur sa petite fille à qui elle veut transmettre ses valeurs. Très proche d'Elisabeth, elle est bien décidée à s'imposer comme un modèle de conduite pour elle. Elisabeth lui ressemble physiquement, mais pas seulement. Comme elle fait passer la couronne avant ses intérêts personnels. Pour Elisabeth, Mary sera toute sa vie cette grand-mère qui incarne à la perfection la personne royale. Celle qui vit son règne comme un sacerdoce continue à mettre les leçons de Mary en pratique au point de devenir l'une des reines les plus populaires de l'histoire. Mais comme un dernier coup dur dans sa longue vie,
le 6 février 1952, Mary doit faire le deuil de la disparition de son cher fils, George VI. C'est désormais à sa petite fille que revient le devoir de régner sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Immédiatement, elle se tourne vers elle pour la réconforter et la conseiller sur son avenir. Ce fut le dernier acte de la vie de la reine Mary. Elle rend son dernier souffle en toute discrétion le 24 mars 1953 à l'âge de 85 ans, 10 semaines avant le couronnement d'Élisabeth II. La reine Mary aura marqué l'histoire britannique par son charisme. Celle qui vit se succéder 6 monarques britanniques au cours de sa vie a su s'imposer comme un gardien et un conseiller de poids pour les membres de sa famille. Dernier symbole de l'Angleterre victorienne, c'est toute une époque qui disparaît avec elle, laissant s'ouvrir un nouveau chapitre pour le Royaume-Uni, celui du glorieux règne d'Élisabeth II.